Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Qui a tué Jennifer Charon près de Royan, Charente-Maritime, le 29 avril 2007 ? Le visage rayonnant de cette jeune femme de 21 ans, au regard lumineux, a fait la une de toute la presse. La victime a été retrouvée attachée, les mains dans le dos. Elle a été massacrée, puis brûlée. Le meurtrier voulait visiblement effacer toutes les traces de son crime. Après des mois d'investigation, les gendarmes arrêtent finalement 2 suspects. Mais très vite, cette association criminelle se révèle impossible car les 2 tueurs présumés ne se connaissaient pas. Alors, lequel des 2 pourrait quand même être le coupable ? À vous de le découvrir dans cette enquête à rebondissement où, décidément, les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé au départ. Voici l'affaire Charon, un coupable de trop, de Domitil Jobé-Duval. Avril 2007, un promeneur découvre un corps en pleine forêt. La tête face contre terre, les mains ligotées dans le dos et à moitié brûlées. Les plaies à la tête ne laissent aucun doute. La victime est morte sauvagement frappée à coups de pierre. Qui est-elle? Pourquoi a-t-elle été assassinée? Rien dans les hôpitaux, ils n'ont rien nulle part. Pas de papier, rien. Donc on fait comment pour identifier un corps dans ces cas-là? Les enquêteurs vont faire parler les indices. Les enquêteurs retrouvent un sac à main brûlé, entièrement calciné. Et puis on va retrouver également des pierres ensanglantées. La victime est une jeune fille sans histoire de 21 ans, serveuse dans un bar de Royan. Qui l'a tuée? C'est effectivement difficile de penser qu'il puisse y avoir qu'un seul assassin. À leur grande surprise, les gendarmes identifient 2 suspects. Les 2 hommes clament leur innocence. Lequel est coupable? Sont-ils complices? La cour! La justice va devoir trancher. Nous sommes en Charente-Maritime, à 7 km de la côte atlantique, un petit village, Saint-Sulpice de Royan. Dimanche 29 avril 2007, il est 10h40. Un homme promène son chien au détour d'un chemin de terre en pleine forêt. Il fait une découverte macabre. Un corps allongé sur une dalle de béton. La tête face contre terre, les mains ligotées dans le dos et à moitié brûlées. Affolé, le promeneur alerte immédiatement la gendarmerie. Les enquêteurs déterminent que la victime est une femme. Le haut du corps brûlé est méconnaissable. Qui est cette femme et pourquoi a-t-elle été sauvagement assassinée? Les gendarmes relèvent 2 indices capitaux. Les enquêteurs retrouvent un sac à main brûlé, entièrement calciné. Et puis on va retrouver également des pierres ensanglantées. Ils découvrent aussi un autre élément encore plus étonnant. Près du corps de la victime, 2 étiquettes arrachées. Un peu plus loin, dans la boue encore fraîche, des traces de pneus et des empreintes de pas de taille 43. Ces empreintes sont-elles celles de l'assassin? Difficile de le savoir. Cet endroit est très fréquenté la nuit. C'est un lieu de rencontre singulier, connu dans toute la région. Située à 2 km du village, la forêt où le corps a été découvert est appelée le bois de la Chèvre. Pour y accéder, un petit chemin de terre difficilement repérable. C'est le rendez-vous des couples illégitimes et homosexuels. C'est une zone qui est assez fréquentée par des personnes qui font du tourisme sexuel. Le bois de la Chèvre, il a la réputation des lieux un peu isolés où on s'adonne à des jeux sexuels entre partenaires hétérosexuels, homosexuels, bisexuels. La victime était-elle une habituée de cet endroit de rencontre? A-t-elle été victime d'un amant ou d'un prédateur sexuel? Les enquêteurs ignorent tout, car dans le sac calciné, les gendarmes ne retrouvent aucun papier d'identité. Pour tenter de résoudre l'énigme, reste l'autopsie. Le légiste révèle que la victime est une jeune femme d'environ 20 ans. Elle mesure 1,60 m, elle a consommé du cannabis avant sa mort. Elle serait décédée d'une hémorragie cérébrale. L'autopsie révèle que cette jeune fille a été battue. Sans doute a-t-elle reçu un coup de poing au visage qui a fait que sa tête, en allant heurter le sol, a heurté contre une pierre et que cela a pu provoquer des hémorragies, effectivement, qui sont à l'origine de son décès.
Ensuite, afin d'éliminer toute trace d'identification du corps, seule la moitié du corps a été calcinée. Selon les médecins, la jeune femme a été tuée la nuit du vendredi 27 avril 2007. Autre élément, les liens qui ont servi à attacher ses mains proviennent de son chemisier. Il a été arraché. A-t-elle été violée? On n'est pas du tout sur un crime de nature sexuelle. Au contraire, l'autopsie a révélé qu'il n'y avait pas eu de rapport, qu'il n'y avait pas eu... on n'est pas du tout sur un décès à connotation sexuelle. Pas de viol. Mais alors, quel serait le mobile? Seule certitude, en brûlant le corps, le meurtrier a voulu effacer les traces de son crime. Mais les experts vont quand même réussir à découvrir 2 ADN de type masculin. 2 hommes. On trouve donc des traces d'ADN sur le chemisier, on trouve des traces d'ADN au cœur des liens qui l'ont servi à la ligoter. On trouve également des traces d'ADN dans le sac à main. Ces traces ADN pourraient permettre d'identifier les 2 meurtriers. L'enquête progresse. Mais il reste encore une question importante à laquelle les gendarmes n'ont toujours pas de réponse. Quelle est l'identité de la victime? On n'a pas d'éléments d'identification du corps. On sait que c'est une jeune fille, point barre. Il n'y a à ce moment-là pas de jeune fille signalée disparue. Ils n'ont rien dans les hôpitaux, ils n'ont rien nulle part. Pas de papier, rien. Donc on fait comment pour identifier un corps dans ces cas-là? La presse locale. Le corps d'une jeune femme en partie calcinée, retrouvé dimanche dans un petit bois de Saint-Sulpice de Royan. C'est précisément sur cette dalle de béton au milieu du massif qu'un promeneur a fait la macabre découverte. Pour l'instant, aucune disparition correspondant au profil de la victime n'a été signalée et ce soir, le corps n'a toujours pas été identifié. Ce reportage va-t-il permettre enfin de mettre un nom sur la victime anonyme? 2 personnes se présentent spontanément aux enquêteurs. Le premier s'appelle Bruno Chauvin. Il est gérant d'un restaurant sur le front de mer, à Royan. Il est sans nouvelles d'une de ses serveuses depuis 4 jours. J'ai rappelé en fin de service du midi, j'ai dû rappeler aussi en soirée. Ce qui m'a surtout inquiété, c'est de savoir, le lundi matin en voyant le journal, qu'un corps d'une jeune fille avait été retrouvé. Le deuxième témoignage est celui de Liliane Châtelier. Elle aussi s'inquiète de la disparition de sa locataire. La logeuse raconte que cette jeune femme n'est pas rentrée depuis 4 jours. C'était la première fois qu'elle partait si longtemps comme ça. J'ai quand même, à lui passer, j'ai dit à mon mari, c'est pas normal qu'elle n'ait pas rentré, cette petite. La logeuse décrit les vêtements de la jeune femme le jour de sa disparition. Un jean, un chemisier blanc à rayures. Mais elle donne aussi un détail étonnant. Très frileuse, la disparue avait une habitude singulière. Elle portait toujours 3 paires de chaussettes superposées. Ce détail va permettre d'identifier la victime. Il s'agit de Jennifer Charon. Les témoignages du restaurateur et de la logeuse concordent. Mais qui est cette jeune femme? Et pourquoi a-t-elle été assassinée? Jennifer Charon a 21 ans. Elle est issue d'une famille modeste. Elle vit à Royan. Elle travaille comme serveuse au Marieur, un restaurant situé sur le bord de mer. Souriante, sociable, cette jolie brune a de nombreux amis, parmi lesquels Sandrine, sa voisine. Jennifer habitait juste en dessus chez moi, donc là où il y a le linge, là. C'était une amie qui avait avec qui on pouvait parler de tout. Voilà. Et cet esprit qu'elle avait, toujours rayonnante, elle donnait vraiment l'envie d'avancer, quoi. Elle était agréable à vivre, cette petite, très douce, très, comment on dit, très coquette. Apparemment, Jennifer est une jeune femme sans histoire. Mais alors, que faisait-elle dans ce lieu de drague et de rencontre? Pour en savoir plus sur Jennifer, les gendarmes se rendent à son domicile. Ils vont y faire une rencontre étonnante. 6 jours après le crime, le 3 mai, vers 19h30, les enquêteurs recherchent des indices dans l'appartement de la victime, quand soudain, un homme frappe à la porte. Il a vu un reportage à la télévision où l'on parle d'une certaine Jennifer,
retrouvée morte, assassinée. Cet homme, c'est Abdelaziz Seridi. Ses amis l'appellent Samir. C'est un ami de Jennifer, sans nouvelles depuis 4 jours. Il est très inquiet. Jennifer, elle était une jeune fille, belle, joyeuse, qui va toujours vers l'avant. J'ai eu que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Interrogé, Samir confie aux gendarmes que Jennifer était son ex-petite amie. Ils ont rompu 3 semaines plus tôt. Leur liaison n'a duré que 2 mois, mais ils sont restés en bons termes. J'ai jamais eu un souci avec elle, quoi. Tout simplement. Elle adorait Samir, même si ça n'a pas fonctionné entre eux, ils avaient quand même toujours cette complicité, ils faisaient qu'un. Avec Jennifer, c'était vraiment le grand frère et la petite sœur. Samir est effondré. Il propose immédiatement son aide aux enquêteurs. Spontanément, il va vers eux en disant « Bonjour, oui, je suis Abdelaziz Seridi, qu'est-ce qui est arrivé? Mais Jennifer, je la connais, c'est mon ancienne petite amie. » J'ai laissé mon numéro de téléphone, je suis joignable, on ne sait jamais que vous avez besoin de moi. Les gendarmes interrogent Samir sur son emploi du temps. Il a passé, dit-il, la soirée chez un ami jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Pas de suspect, aucune piste crédible. Pour tenter d'avancer, les gendarmes retracent l'emploi du temps de Jennifer le soir du crime. Comme tous les jours, elle a travaillé au restaurant. Ce soir-là, elle a fini plus tard. Alors le vendredi soir, donc Jennifer faisait effectivement le service ici. Elle est partie, elle a fini son service, elle est partie comme tous les soirs en se disant au revoir et en disant à demain. Vers quelle heure? Oh, il devait être aux alentours d'11 h, je pense, quelque chose comme ça. Habituellement, après son service, la jeune femme retrouve des amis. Mais le lendemain, elle devait travailler tôt. Elle leur dit qu'elle préfère rentrer. Jennifer ne regagnera jamais son domicile. Grâce au relevé téléphonique, les enquêteurs découvrent qu'à 23h37, elle reçoit un coup de téléphone. Après ce coup de fil, elle fait demi-tour et repart en direction du centre-ville. Jennifer a-t-elle rendez-vous avec son meurtrier? Qui a appelé la jeune femme ce soir-là? Les gendarmes découvrent que le coup de fil a été passé d'une cabine téléphonique de Royan. Mais le relevé d'empreintes sur la cabine ne donne rien. Un mois après le meurtre, l'enquête piétine. Des dizaines de personnes appartenant à l'entourage de Jennifer sont interrogées, mais là encore, aucune piste. Les gendarmes décident alors d'élargir leurs recherches. Ils font le rapprochement avec 2 autres meurtres de jeunes femmes. Sabine Guyot dans le Nord et Chantal Séguineau en Gironde. 2 jeunes filles du même âge, elles aussi ligotées et brûlées. Y aurait-il un lien entre ces 3 meurtres? Ont-ils été commis par le même homme? Un tueur en série? Après des semaines d'investigation, aucun élément ne vient confirmer la thèse d'un serial killer. 3 mois après le meurtre, les gendarmes n'ont toujours pas de suspect. Ils explorent alors une autre piste. Ils s'intéressent au profil des délinquants sexuels de la région. Dans leur fichier, un homme attire particulièrement leur attention. Il tombe sur José Nuno Mendes Abrantes, qui a été lui-même condamné déjà une première fois à 17 années de réclusion par la cour d'assises de Paris pour avoir tenté d'assassiner en l'immolant une jeune femme. À peu près de la même manière qu'on a retrouvé le corps de Jennifer. Donc forcément, ça interpelle les enquêteurs, ça les interpelle eux, et du coup, ils vont interpeller Mendes. Le 10 juillet 2007, les gendarmes se rendent au domicile de cet homme. José Mendes habite dans cette maison avec sa compagne, Julie, et son enfant. Dans son placard, une paire de baskets de taille 43. Pour les gendarmes, c'est un indice capital. La semelle de ces baskets correspond exactement aux empreintes retrouvées sur la scène du crime. Mendes est immédiatement placé en garde à vue. D'autant qu'un autre élément accablant est retrouvé à son domicile sur le disque dur de son ordinateur. Quand ils ouvrent l'ordinateur de Mendes, les enquêteurs découvrent des fichiers laissant à penser que José Mendes pourrait avoir
des relations homosexuelles. Et de là, ils vont faire éventuellement le lien avec le lieu où Jennifer a été retrouvée, puisqu'on sait que le bois de la Chèvre est fréquenté par des homosexuels, mais également par des couples libertins. José Méndez devient alors le suspect numéro 1. José Nuno Méndez Abrentes a 42 ans. Il a été condamné à 20 ans de prison pour le viol d'une jeune femme qu'il avait tenté de brûler vive. Libéré en 2003, après 13 ans de détention à la prison de Saint-Martin-de-Ré, il s'est installé ensuite en Charente-Maritime. Placé en garde à vue, il va devoir s'expliquer. Méndez, dès qu'il est interrogé, nie tout en bloc. Il dit qu'il ne la connaît pas, qu'il ne l'a jamais vue. Ce soir-là, il n'a pas vu Jennifer. Il a passé une soirée relativement tranquille. Méndez a-t-il un alibi le soir du crime? L'homme affirme être sorti dans des bars de Royan avec des amis. Mais sa compagne Julie donne une toute autre version. Elle le voit arriver sur les coups de 5 h du matin, les mains ensanglantés, le jeans recouvert de sang, les chaussures, et à juste titre, elle lui demande, alors qu'elle avait essayé de le joindre 4 ou 5 fois sur son portable, qu'est-ce qui lui était arrivé. Méndez a des taches de sang sur son pantalon, sur ses chaussures, mais aussi sur ses mains. D'où vient-il? Que s'est-il passé? Il donne à sa compagne une explication étonnante. Il lui relate qu'il ressort d'un cambriolage avec un certain Momo qui est son copain, qu'il n'avait pas vu depuis de longue date, que le cambriolage a mal tourné, que son ami a été blessé, qu'il a donc voulu aider son ami à le soigner alors qu'il avait reçu des projectiles, et que donc cela expliquait les traces de sang qui figuraient sur ses habits et sur ses chaussures. Donc Méndez lui dit nettoie tout ça. Et elle n'hésite pas un seul instant à les nettoyer. Sur ordre ou contrainte de Méndez. Reste le plus accablant pour Méndez. Le témoignage de son meilleur ami, présent le jour du crime. Le jour du 27 avril, dans l'après-midi, l'ami de M. Méndez se trouve avec lui à bord du véhicule de Méndez, et alors qu'ils se rendent à une station-service, ils vont croiser sur leur chemin une jeune fille brune, ils l'arrêtent, et Méndez commence en fin de compte à draguer cette jeune fille, à lui demander ses coordonnées téléphoniques. Les enquêteurs montrent une photo de Jennifer Charon au meilleur ami de Méndez. Il la reconnaît sans hésiter. Méndez a menti, il connaissait la victime. Pourtant, il ne l'avait jamais dit à ses proches. Nous avons retrouvé Martine, son ex-compagne avec qui il est resté très ami. Il m'a expliqué, il m'a dit oui, tu comprends, j'ai eu très peur que si j'en parlais, on me saute dessus. Martine était visiteuse de prison quand elle a rencontré José Méndez. Lorsqu'il est libéré après 13 ans de détention, elle l'héberge. Ils entament alors une histoire d'amour qui va durer 4 ans. On le présente comme un garçon violent. Il était d'un grand respect, particulièrement pour les femmes. C'était son éducation de sa maman, ça. Un grand respect pour les femmes. Jamais, jamais, il n'a eu un geste qui aurait pu je sais pas moi, me faire douter de sa sincérité. Jamais. Il disait, mais tu te rends compte, mais il faut être fou pour tuer une fille de 19 ans. C'est pas possible. Il était choqué, outré. Et pourtant, sur la scène du crime, les gendarmes ont trouvé des preuves scientifiques contre Méndez. 2 traces ADN, une sur l'étiquette du sac à main, une autre sur les liens qui ont servi à ligoter la victime. Et surtout, c'est Méndez qui a appelé Jennifer à 23h37, le soir du meurtre. Les enquêteurs sont convaincus qu'ils tiennent le coupable. Après 2 jours de garde à vue, Méndez reconnaît avoir rencontré Jennifer, mais il nie l'avoir tuée. Pourquoi alors l'a-t-il appelée le soir du crime? Il indique que pour les besoins de sa consommation de stupéfiants, il a appelé Jennifer Charon dans une cabine téléphonique pour avoir ses produits.
Il rencontrerait Jennifer, qui serait alors accompagnée de 2 personnes. La transaction aurait été faite. Et ils auraient par la suite chahuté sur la grande plage de Royan pour finir la soirée. Pour expliquer les traces ADN retrouvées sur le chemisier et l'étiquette du sac à main de Jennifer, Mendes raconte. Il a tenu la jeune femme par les poignets pour s'amuser. Il a ensuite cherché un mouchoir dans son sac pour qu'elle s'essuie les mains. À minuit et demi, il aurait quitté la plage laissant Jennifer avec le dealer, un dénommé Karim. Un homme d'une vingtaine d'années, mesurant environ 1,60 m. Mais les gendarmes ne le croient pas. José Mendes est mis en examen pour le meurtre de Jennifer et incarcéré à la maison d'arrêt de Saintes. Les parents étaient contents que l'affaire avance et que l'on puisse donc mettre un nom sur l'assassin de leur fille. C'est pour eux une première victoire. C'est le coupable idéal. Il a déjà été condamné pour des faits de violence, il a été condamné par une cour d'assises à 17 années de réclusion et il habite à 30 km de Royan. Il avait ce profil de coupable idéal compte tenu de ce casier judiciaire et compte tenu du fait qu'il arrive un samedi matin chez lui ensanglanté. Ce que sa compagne a confirmé. Et donc, à partir de ce moment-là, les enquêteurs se disent « c'est lui ». Son ADN sur la victime, ses traces de pas sur la scène du crime, un faux alibi et des mensonges à répétition, tout accuse Mendes. L'enquête est bouclée, mais un nouveau rebondissement va relancer l'affaire. Sur le pantalon de Jennifer, les experts retrouvent une trace de sperme. Après analyse, ils s'aperçoivent que l'ADN n'est pas celui de Mendes. À qui appartient-il? Un complice? Un deuxième meurtrier? Pour le savoir, 40 empreintes ADN sont prélevées parmi les proches et les amis de Jennifer. Et là, les gendarmes vont avoir une incroyable surprise. Le sperme retrouvé sur le pantalon de Jennifer appartient à un homme qu'ils connaissent déjà. Cet homme, c'est Abdelaziz Seridi, dit Samir, l'ex-compagnon de Jennifer. Il est immédiatement arrêté. Je les vois sortir avec les flingues, ils m'ont braqué, mets-toi par terre, plein au ventre. C'était... Ça m'a marqué toujours, ça. Oui, ça m'a marqué toujours. Samir ne comprend pas de quoi on l'accuse. Car si les enquêteurs ont trouvé son ADN sur le jean de son ex-petite amie, c'est pour une raison très simple. Il va raconter que quelques jours auparavant, ils se sont rencontrés chez une amie commune, dans l'immeuble de Touvent où vivait Jennifer, et puis que le temps que cette amie elle-même va qu'à ses occupations dans l'appartement, ils auraient à nouveau flirté, qu'il aurait sorti son sexe et que ça expliquerait un petit peu cette trace sur le jean. Selon Samir, cette soirée a eu lieu une dizaine de jours avant le crime. Pourtant, une femme va venir fragiliser le témoignage de Samir. C'est Liliane Châtelier, la logeuse de Jennifer. Elle est formelle, ce jean, elle l'a lavé 4 jours avant le meurtre. J'ai lavé son jean, je l'ai mis sur le porte-manteau et elle prenait son linge le soir pour s'habiller. Le jeudi, elle avait mis son pantalon, son chemisier. La trace de sperme sur le jean de la victime est donc forcément apparue après le lavage. Les gendarmes pensent que Samir a revu Jennifer le soir du crime. A-t-il participé au meurtre de la jeune femme? Abdelaziz Seridi n'est pas inconnu des services de police. Il a déjà été condamné à des peines avec sursis pour usage illicite de stupéfiants. Le profil d'Abdelaziz Seridi, c'est celui d'un homme, d'un quadragénaire qui vit dans un HLM, sans activité professionnelle connue. Il n'a jamais 3 francs 6 sous devant lui, il en est à demander 10 € pour mettre un peu de carburant dans sa voiture. Il n'a pas de grosses ressources, peut-être pas de gros besoins non plus, mais c'est vraiment une vie qui est basée un peu, on dirait, à la marginalité. Samir n'est pas seulement un marginal. Les enquêteurs vont découvrir un autre trait de sa personnalité beaucoup plus inquiétant. Pour moi, Seridi, c'est quelqu'un qui est profondément méchant. Je pense que c'est quelqu'un qui est d'un égoïsme radical, qui ne pense qu'à lui et qui, je pense, est prêt un peu à tout pour assouvir la pulsion du moment.
Il était violent, bien sûr, son ancienne compagne s'en est plainte. Il y a eu donc des relations conjugales extrêmement conflictuelles. Son ex-compagne accuse même Samir de lui avoir fracturé la mâchoire. Samir est-il le coupable? Que faisait-il le 27 avril, le soir du meurtre? Les enquêteurs décident de vérifier son emploi du temps. Samir déclare avoir passé toute la soirée chez un de ses voisins à la cité de la Robinière, avec des amis. Une soirée bien arrosée, mais pas seulement. Abdelaziz Seridi, il explique sa soirée. Il était, lui, à la cité de la Robinière, où il habite, dans son HLM. Il était chez des voisins, à faire la fête. Chouetti qui dit « j'ai pas bougé de cette soirée. J'y suis resté jusque 3h ou 4h du matin, sans bouger. » Mais lorsque les enquêteurs interrogent Lassène, son voisin et ami, le doute s'installe. L'un de ses amis indique qu'il lui a demandé de construire un alibi. Et lui a demandé de dire « écoute, tu diras aux enquêteurs que je suis toujours resté avec toi, et donc l'absence dans laquelle j'étais, tu n'en feras pas état. » Pourquoi Samir a-t-il demandé à son voisin de lui fournir un alibi? À leur tour, les amis présents à cette soirée sont interrogés. Tout le monde est formel. Samir a quitté la soirée vers 23h, après avoir reçu un mystérieux coup de téléphone. Il a reçu plusieurs appels téléphoniques d'une jeune femme. Une jeune femme qui va appeler pendant la soirée, qui va traiter un peu de tous les noms. Manifestement, cet appel le dérangeait. En tout cas, il va quitter cette soirée pendant près de 4 heures. Cette jeune femme serait-elle Jennifer? A-t-il quitté la soirée pour aller la retrouver? Selon ses amis, Samir est revenu vers 3h du matin. Évidemment, sur le coup, ça marque les enquêteurs. S'il a menti sur son emploi du temps, sur la nature exacte de sa soirée, est-ce qu'il n'a pas menti sur d'autres éléments? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce laps de temps où il n'était pas à la Robinière? Et puis, qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre qui ne nous a pas révélé? Où était Samir entre 23h et 3h du matin? Interrogé, il donne une réponse pour le moins curieuse. Monsieur Seridi, qui à l'époque n'avait pas les moyens de payer ni son eau et ni son électricité, a demandé à son voisin « est-ce que je peux prendre une douche chez toi ?» Et donc il s'est absenté au cours de la soirée pour aller prendre sa douche. Et d'ailleurs, c'était même pas une douche, c'était un bain. Donc effectivement, c'est un élément totalement invérifiable, puisqu'il était seul. Un emploi du temps étonnant, un faux alibi, une trace ADN sur le jean et sur les liens qui ont servi à attacher la victime. Samir devient le suspect numéro 2. Aurait-il participé au meurtre avec José Mendes? Les deux hommes seraient-ils complices? Samir est mis en examen pour meurtre et incarcéré à la prison de Rochefort. Je dis non, c'est un cauchemar, et après je me réveille, je dis non, c'est vrai, t'es pas en train de rêver, Samir, c'est pas un cauchemar. Ce qui m'arrive là, non, c'est la vérité, je suis là incarcéré pour meurtre quand même. C'est quelque chose que j'ai jamais imaginé dans ma tête, que je pense jamais. Et je vois ce monde, c'est un autre monde. C'est pas mon monde. Non, je le connais pas, ce monde. J'ai pas envie de le connaître, ce monde-là. En prison, 2 hommes sont accusés du meurtre de Jennifer Charon. Pour l'avocat du père de la jeune femme, leur complicité ne fait aucun doute. C'est effectivement difficile de penser qu'il puisse y avoir qu'un seul assassin. Quand on voit la scène de crime, qu'il a été les mains nouées dans le dos, qu'il y a eu quand même des actes de violence énormes, il a fallu la traîner. On ne voit pas comment on peut échafauder tout ce plan-là sans l'aide d'une tierce personne. Si les 2 hommes sont coupables, lequel des deux a porté le coup fatal? Depuis combien de temps se connaissaient-ils? Le juge convoque les 2 suspects. Samir est catégorique, il n'a jamais rencontré José Mendes. À son tour, Mendes se retrouve devant le juge. Connaissait-il Samir? Mendes affirme qu'il a laissé Jennifer le soir du meurtre avec un dealer d'une 20aine d'années nommé Karim.
Il décrit un petit bonhomme d'1m60, mais pour celui qui a croisé Samir il fait 1m90 ou 1m95. C'est une perche filiforme, on ne peut pas confondre. Qui ment? Mendes ou Samir? Pour le savoir, le juge organise une confrontation. Les deux hommes se retrouvent tous les deux dans son bureau. Et là, Mendes assure que Karim, le dealer de la plage, et Samir sont une seule et même personne. Au cours de la confrontation, Mendes va énoncer, mais alors clairement, qu'il connaît M. Seridi, qu'il lui est arrivé de prendre des cafés avec lui, qu'il avait l'habitude de le fréquenter. Samir, lui, maintient qu'il ne connaît pas Mendes. Je l'ai vu une fois chez le juge. Et là, il m'a regardé bizarrement. Je me souviens toujours de son regard. Et là, il m'a regardé bizarrement. Il dit oui, c'est vous, Karim. Il m'appelait Karim. Qu'est-ce que j'ai fait là? Quelqu'un qui me donne une autre identité, qui me dit, je me retrouve accusé de... Ah non, c'est pas possible, c'est pas moi Karim, non. Et je vous connais pas, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Les enquêteurs ne parviennent pas à prouver la complicité des deux hommes. Aux yeux de la justice, ils sont pourtant tous les deux responsables du meurtre. Un nouveau rebondissement va tout bouleverser. En prison, Samir ne cesse de clamer son innocence. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs reconstituent son emploi du temps entre 23h30 et 3h du matin. L'enjeu est important, mais malgré cela, Samir reste vague. 3 mois après, on me demande votre emploi du temps, minute par minute, de la soirée, je sais pas, au début il parle d'une soirée, après il parle d'autre. Et voilà, moi je dis voilà ce que j'ai fait, là où j'étais. Un nouveau témoin proche de l'accusé va apporter une précision déterminante. Il certifie avoir déposé Samir à 23h30 à la cité de la Robinière. Samir y serait resté 1 heure. Autrement dit, il n'aurait pas eu le temps matériel d'assassiner Jennifer et de revenir 2 heures plus tard à la soirée. Et petit à petit, effectivement, les personnes interrogées vont confirmer que M. Seridi était bien présent, à peu près dans les heures qu'il énonçait, effectivement. Tombe l'obscurité de son emploi du temps et on réussit à voir que tout s'enchaîne et que, bien sûr, il ne pouvait pas être présent sur les lieux de la commission du crime alors qu'il était bien présent physiquement ailleurs et que c'est confirmé par des témoins. Samir a-t-il été accusé à tort? Reste toutefois un élément accablant contre lui. Son ADN retrouvé sur le pantalon de la victime. Pour la famille de Jennifer, elle date forcément du soir du meurtre, puisque le jean a été lavé. Pour les avocats de Samir, cette trace de sperme est ancienne. Elle a même résisté au lavage. La défense de Samir demande qu'une expertise soit faite. Le 28 mars 2008, 1 an après le drame, Samir, incarcéré, accepte de donner un échantillon de sperme. Le liquide est déposé sur un jean identique à celui de la victime, puis lavé dans la même machine, avec la même lessive. La tache de sperme va-t-elle disparaître? Il est démontré, suite au cycle de lavage, qu'à la sortie de celui-ci, l'on retrouve encore des traces épithéliales figurant sur le jean, malgré le lavage. Et on peut alors d'ores et déjà dire que ce n'est pas parce que figurait une trace ADN sur celui-ci que M. Seridi est coupable du meurtre de Jennifer Charon. La tache de sperme ne prouve donc pas que Samir et Jennifer ont eu une relation sexuelle le soir du crime. Les éléments à charge contre l'ex-petite amie de Jennifer disparaissent. Le juge d'instruction Serge Ray rend une ordonnance de non-lieu. Pour lui, s'il y a un coupable, ce n'est pas Samir. Le non-lieu, il n'est pas arrivé comme ça. Il est arrivé quand même au bout d'un certain nombre d'années d'enquête et puis d'instruction du dossier pour dire qu'effectivement, les éléments que l'on croyait réunis en ce qui concerne M. Seridi ne tiennent pas la route et ne permettent pas de dire qu'il est l'auteur du crime. Quand il sort de prison, Samir est heureux, mais ce n'est plus le même homme. Ils m'ont détruit ma vie, quoi. On prend quelqu'un, on le met en prison pendant 15 mois.
Et après, on signe un papier ou un non-lieu. Non, ils m'ont salé. Publiquement, je voyais que ma photo, ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal à mes parents, ils ont fait du mal à tous les gens que j'ai aimés, qui m'aiment encore, qui me soutiennent. Ils nous ont fait du mal, quoi. Le 3 octobre 2008, après 15 mois de détention, Samir retrouve la liberté. Un non-lieu que les parents de la victime n'acceptent pas. C'est la douche froide, on n'y croit pas. On ne comprend pas comment on a pu ainsi classer ce dossier par une ordonnance de non-lieu, alors qu'on sait très bien qu'il raconte n'importe quoi et que globalement le juge le sait. Donc si on raconte n'importe quoi, alors qu'il y a effectivement un mort au tapis, je crois qu'il faut s'expliquer devant une cour d'assises. C'est quand même le minimum. La famille de Jennifer ne baisse pas les bras. Elle est convaincue de la culpabilité de Samir, le complice de Mendes. Elle fait appel du non-lieu. On décide de faire appel parce qu'on ne croit pas à la version du juge d'instruction. On dit ce n'est pas possible. Hein, il suffit d'être menteur pour échapper à sa responsabilité pénale. C'est insoutenable pour des parties civiles. Donc on fait appel. 4 mois plus tard, la cour d'appel de Poitiers estime qu'il existe trop d'incertitudes pour disculper Samir. Le 26 octobre 2010, 3 ans après le meurtre, Samir est renvoyé devant les assises. En clair, il fait à nouveau figure de suspect. Et là, tout d'un coup, le mur s'écroule. Tout d'un coup, on revient à la case départ. Et tout d'un coup, on ne lui fait plus confiance. Alors que tous les éléments sont réunis pour ce faire, on ne lui fait plus confiance. Et on le renvoie devant la cour d'assises. Alors c'est sûr que c'est un monde qui s'effondre. C'est sûr que j'ai une personne en face de moi qui a du mal à réaliser que ce soit possible et qui ne comprend pas forcément. Ce qui peut expliquer éventuellement ce renvoi devant la cour d'assises, c'est la volonté de la justice de déclencher, de libérer la parole. C'est-à-dire que le juge d'instruction lui a la conviction que José Mendes est coupable, pour autant Mendes ne lâche rien. Samir et José Mendes vont se retrouver tous les deux dans le box des accusés. Comme la famille de Jennifer, la justice est persuadée qu'il y a 2 assassins, mais rien ne va se passer comme prévu. Maison d'arrêt de Saintes, le 6 décembre 2010. Mendes est incarcéré depuis 3 ans. Comme toutes les semaines, Martine, la fidèle amie de Mendes, s'apprête à lui rendre visite lorsqu'elle reçoit un coup de téléphone. C'était un lundi, je me préparais, j'allais le voir tous les lundis après-midi. Donc j'étais en train de préparer les affaires, je lui faisais son linge, je lui lavais son linge. Et donc on m'a téléphoné à 6 h du matin, assez sèchement. Madame, je vous annonce que le décès de José Mendes. Là, clac, comme ça. Je suis restée sans réponse, sans voix. Mendes est mort. Que s'est-il passé derrière les barreaux? Première réaction, quand j'apprends la mort de Mendes, c'est de se dire est-ce qu'il ne s'est pas donné la mort pour ne pas avoir à participer en fin de compte à son procès devant la cour d'assises. Il est mort, donc il ne peut plus être jugé. José Mendes Abrentes ne s'est pas suicidé. Il est mort d'une crise cardiaque à 45 ans. Le suspect numéro 1 ne sera jamais jugé. José Mendes est définitivement innocent aux yeux de la loi. Par définition, juridiquement, José Mendes est innocent. Il était présumé innocent. Et à partir du moment où effectivement il ne peut pas être jugé, puisqu'on ne juge pas nos morts encore, heureusement, il sera définitivement innocent aux yeux de la loi. La mort l'a innocenté, pour autant il avait, si ce n'est des choses à expliquer, et des choses à révéler, des éléments sur lesquels il aurait dû répondre, des éléments très lourds, une nuit qu'il n'a jamais fini d'expliquer. Heureusement que nous avons fait appel, puisqu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la procédure et du décès de M. Mendes en détention, si nous n'avions pas fait appel, l'audience serait le dossier serait définitivement clôturé et nous n'aurions jamais eu d'audience. Mendes n'est plus là. Un coup dur pour Samir. Il va se retrouver seul dans le box des accusés. Mendes, il n'est plus là. Et c'est qui est là? C'est Samir. J'aurais bien aimé le voir et qu'on soit en face tous les deux. Oui, pourquoi pas, tous les deux dans le box et affronter, regarder dans les yeux à la famille et dire
dire ce qu'on a senti tous les deux, ou ce que je ressens moi aussi. Et malheureusement, on revient toujours de cette injustice et aujourd'hui, on n'a plus de Mendes. Dans la mort, Mendes emporte avec lui tous ses secrets. Désormais, les regards se tournent vers Samir. Du côté des parties civiles, on veut un coupable, bien sûr, pour pouvoir faire le deuil d'une mort et essayer, tant bien que mal, de tourner la page. Donc, on va chercher ce coupable à tout prix. Et le risque, en cherchant le coupable à tout prix, c'est de dire, il nous en reste un, c'est forcément celui-là. On a quand même un absent cruel, M. Mendes. Et moi, je croyais effectivement en la force de l'audience et en la confrontation des points de vue. Il n'y a quand même pas mieux pour obtenir la vérité. Aujourd'hui, cette confrontation sera bancale. Il risque pendant le procès, en tout cas c'est ce à quoi je m'attends, de dire ce n'est pas moi, c'est l'autre. Moi je n'ai rien fait, vous aviez un coupable qui a un casier judiciaire long comme le bras, qui a déjà été condamné pour des faits identiques, qui a finalement connu Jennifer, qui est réputé pour être quelqu'un d'inapte à la frustration, ce que disent les experts psychiatres. Voilà un coupable tout trouvé. C'est certes un coupable tout trouvé, en tout cas nous on était convaincus, mais on est aussi convaincus de la culpabilité de Seredi, de sa participation au crime. Des convictions, mais aucune preuve formelle contre Samir. Après 4 années d'instruction, 12 gendarmes spécialement rattachés à l'affaire, 600 auditions, 40 prélèvements ADN et des écoutes téléphoniques, à quelques jours du procès, la famille de Jennifer reste toujours sans certitude. On espère que M. Seredi va enfin donner une version cohérente qui puisse être le fil conducteur de toute l'audience, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons que des versions qui se contredisent. Et ça, pour des parties civiles, c'est intolérable. J'attends en fin de compte que les jurés aux assises comprennent bien sûr le vrai sens de ce dossier, comprennent que les éléments qui pouvaient être à charge à l'encontre de M. Seredi n'existent pas. Et j'attends qu'ils reconnaissent bien sûr l'innocence de ce dernier et qu'ils prononcent à son encontre un acquittement. Saintes, le 12 décembre 2010. La cour d'assises de Charente-Maritime va juger Samir, suspecté du meurtre de son ex-petite amie, Jennifer. Cela fait 4 ans qu'il essaye de prouver son innocence, mais aujourd'hui, il sait qu'il risque de tout perdre. Samir, comparé libre, s'il est reconnu coupable, il encourt la prison à perpétuité. Ses amis, mais aussi les amis de Jennifer, comme Sandrine, sont venus le soutenir. Tous savent que l'enjeu est crucial. Les avocats de Samir ont interdit à leurs clients de parler, surtout à la presse. Dans la salle d'audience, les parents de Jennifer. À droite, sa mère. À ses côtés, son père, Didier Charon, avec sa nouvelle compagne. La cour. Le procès commence par l'emploi du temps de Samir, le soir du meurtre. C'est le point faible de l'accusé. Tout le monde attend qu'il explique enfin, dans le détail, ce qu'il a fait le soir du 27 avril. Mais au lieu de se montrer concis, il est confus. Aux questions précises de la présidente, il répond vaguement. Incapable de donner le moindre détail, Samir n'est pas convaincant. Son attitude indispose la cour, il se met en danger. Les déclarations de M. Seredi sont toujours aussi confuses et donc on en revient toujours à la case départ. Donc il est assez difficile d'avancer dans le débat, on est obligé de se passer de lui. Il faut faire comme s'il n'existait pas. Il s'éparpille un petit peu au lieu de répondre par oui ou par non. Il veut tellement expliquer les choses qu'en fait Samir il a du mal, il a vraiment du mal. Samir il est apparu égal à lui-même, ce côté... c'est même pas évasif. Samir, il est dans la digression permanente. On lui pose une question, est-ce que ce paquet est bleu? Samir va mettre 5 minutes avant de revenir à la question. Et encore, il faut que la présidente le ramène à la question. Et lui dise, monsieur Seredi, on vous demande oui ou non. Dites-nous oui ou non. Et Abdelaziz Seredi, dans sa construction mentale, est comme ça. Samir hésite, se reprend, se contredit. Ses avocats sont obligés de le recadrer.
Laisse-nous faire. Toi, tu réponds aux questions qu'on te pose, point, c'est tout. Il faut que tu nous laisses travailler. Surtout, tout ce que tu pourras dire là-dessus, ça peut nous saboter notre travail. Surtout après qu'on aura plaidé, il ne faut pas que tu reviennes ni sur les faits, ni sur les trucs. Quoi. Voilà, on en parlera, mais pas de commentaires, pas de trucs, etc. Le pire ennemi de Samir, c'est lui-même. Mais ce n'est pas tout. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Devant les jurés vont maintenant défiler tous ses anciens amis de la cité. Ceux qui affirment que le soir du crime, Samir s'est absenté. Autrement dit, qu'il aurait pu tuer Jennifer Charon. Mais ses anciens compagnons de soirée n'ont pas convaincu les jurés. Le soir du crime, ils avaient bu, consommé du cannabis et devant la cour, ils n'ont pas fait bonne impression. On a assisté à un tel défilé improbable, une véritable cour des miracles. On était dans la cour des miracles, c'est tous avec leurs difficultés propres, les uns avec l'alcool, les autres avec la drogue, parfois les deux pour certains, des trous de mémoire plus grands que la faille de San Andreas. Impressionnant. On a des témoins qui sont absolument vaseux dans l'affaire, soit parce qu'ils ne se souviennent absolument pas de la soirée, parce qu'ils étaient ivres-morts au cours de la soirée, donc ils ne peuvent pas s'en souvenir, soit ils étaient présents mais sont incapables de dire si M. Séridi est resté tout au cours de la soirée, est reparti. Voilà. Un témoignage capital va peut-être changer le cours du procès. Celui de Lassène, le voisin et ami de Samir. Celui à qui Samir aurait demandé de mentir aux gendarmes. Samir est anxieux, il va être confronté à l'un de ses plus grands accusateurs. Son témoignage fera-t-il basculer la vie de l'accusé? Le procès permettra-t-il de faire la lumière sur le meurtre de Jennifer? Samir va-t-il enfin s'expliquer sur son emploi du temps le soir du drame? Coup de théâtre. Le palais de justice est envahi par les forces de police. Personne ne peut filmer l'accusateur de Samir. La scène arrive menottée et entourée de 8 gendarmes. La veille, il a menacé de venir à la barre avec un couteau pour tuer Samir. La scène est jaloux car Samir aurait eu une liaison avec son ex-femme. Monsieur Isnara, qui aujourd'hui prodigue des menaces de mort à l'encontre de Monsieur Séridi en le menaçant de venir avec un couteau pour le tuer à l'audience, je ne pense pas qu'on puisse donner une crédibilité au dire de ce dernier qui, tout au long du dossier, démontre qu'il n'a qu'une seule volonté, c'est d'enferrer Monsieur Séridi à vie entre les 4 murs d'une prison. Ce témoignage aurait pu faire tomber Samir. Mais son accusateur s'est totalement décrédibilisé. Reste maintenant la preuve scientifique qui pourrait emporter la conviction des jurés, le sperme de Samir, retrouvé sur le jean de la victime. Or, sur ce point précis, les experts n'ont aucune certitude. Ils ne peuvent pas affirmer catégoriquement si la trace de sperme date du soir du crime ou d'avant. Elle a pu très bien rester après un lavage, comme l'a toujours dit l'accusé. Les avocats de Samir sont confiants. C'est complet, parfait, il n'y a rien à dire, l'expert a été très clair. La présidente a posé les bonnes questions, donc voilà. Non, il y a un soulagement, il y a, je crois, des explications du médecin, on avance sur le dossier. Dernier témoignage de la journée, celui de Serge Ray, le juge d'instruction. Il va faire basculer le procès. Il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Samir. Et devant la cour, ce magistrat, qui a dirigé l'enquête, va dire qu'il n'y a pas de preuves pour accuser Samir, à l'inverse de Mendes, qui est mort. J'ai estimé qu'il y avait non-lieu contre Séridi et qu'il fallait renvoyer José Nuno Mendes. Mais moi, je n'ai pas à commenter, outre mesure, la décision que j'ai eu à rendre dans le cadre de mon instruction. Et je ne dois surtout pas influencer les débats qui sont en cours, tant que l'affaire n'est pas jugée définitivement. Le juge en profite pour rappeler aux jurés que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Et selon ses propres termes, qu'il vaut mieux avoir un coupable en liberté qu'un innocent en prison. À la fin de l'audience, les avocats de Samir sont sûrs d'avoir marqué un point décisif. Quand un juge d'instruction écrit « Je considère qu'il n'y a pas de charge suffisante pour envoyer M. Séridi devant la cour d'assises » et qu'il vient le dire devant justement cette cour d'assises,
nous estimons que c'est quand même important parce que le juge d'instruction, c'est vraiment le personnage qui connaît le mieux le dossier et pas simplement le dossier, il connaît aussi le mieux les hommes qu'il a en face de lui lors des interrogatoires, des confrontations. Donc il se fait son intime conviction aussi. Les parties civiles viennent de prendre gros parce qu'on a eu donc, un témoignage qui était vraiment un réquisitoire pour l'acquittement. L'instruction dit qu'il n'y a pas de charge contre Seredi. Voilà, on dit en 3 mots, une explication d'une demi-heure, et qu'il y a trop d'ambiguïté, qu'il y a Mendes c'est sûr, et que Seredi ne serait vraisemblablement pas l'auteur des faits. Et c'est un peu la douche froide aujourd'hui pour les parties civiles. Mais si le juge d'instruction semble persuadé de l'innocence de Samir, ce n'est pas du tout la position de l'avocat général. Il requiert 20 ans de prison, une lourde peine. Il aurait pu demander l'acquittement. L'argument majeur, c'est qu'à chaque fois qu'on lui demande de s'expliquer sur des faits précis, il est volontairement, dans la construction de cette personnalité, fuyant. Et ça, c'est un aveu, à mon avis, de culpabilité. Si on n'a rien à se reprocher, quel est l'intérêt de ne pas dire la vérité? C'est tout ou rien. Ou il est acquitté effectivement parce qu'il n'a rien fait, ou il est coupable, et 20 ans me semble une peine parfaitement adaptée. C'est quand même un crime d'une barbarie sans nom. Donc si effectivement les jurés disent qu'il est coupable, on ne peut pas mettre moins de 20 ans. 20 ans de réclusion criminelle, c'est évidemment énorme. Au regard d'aucun élément plausible dans ce dossier. Donc c'est une exagération totale, effectivement, par rapport à un homme que je considère innocent. 20 ans ou la liberté. Avant le verdict, le dernier mot revient à l'accusé, qui craque. Des sanglots dans la voix. Samir clame son innocence. « J'ai les mains propres, dit-il. Quand je vous entends parler comme ça de moi, ça me fait mal. » De leur côté, les parents de Jennifer Charon craignent un possible acquittement. Ce que leur confirme leur avocat. Le fait d'être victime, c'est pas un argument qui doit nous guider à rechercher à tout prix la condamnation de quelqu'un. Les propos de Seredi sont forts. On a quand même tous entendu. Avec des accents de sincérité. Alors peut-être ont-ils été construits, mais en tout cas il y en avait. C'est pas bon, c'est dangereux. La famille de la victime choisit de ne pas écouter la sentence. La cour et les jurés se retirent pour délibérer. Dans quelques heures, le sort de Samir sera scellé. Trois heures plus tard, le verdict est rendu. La cour. À la question « Samir a-t-il volontairement donné la mort à Jennifer Charon ?» la cour et les jurés répondent « non ». Samir est acquitté. Je suis très ému. Omar m'a tué, c'est ça. C'est pareil. C'est pareil, c'est lui, c'est pas nous. Voilà, c'est un grand soulagement. Ça fait bientôt 5 ans que je suis brisé, qu'ils m'ont brisé. Je peux dire qu'il y avait une justice. Le jour d'aujourd'hui. Une justice. C'était très pénible ce procès. Très pénible. Très pénible, surtout, je vois ma part, et d'un côté, je vois la part de la victime aussi, que j'ai toujours dit jusqu'à maintenant que je partage avec eux toutes les douleurs. Et j'aimerais bien qu'ils sachent, j'espère qu'ils ont eu plus d'explications pendant ces 5 jours et qu'ils sachent vraiment c'est qui est l'assassin de leur fille. C'est pas moi. C'est pas moi qui fais ça. Vous avez une pensée pour Jennifer? C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Vous pensez pour Jennifer et vous pensez pour la mère de Jennifer. La mère de Jennifer. Le 27 avril 2007, Jennifer Charon est morte, victime d'un crime barbare.
Après plus de 4 ans d'instruction et la mise en cause de 2 suspects, son meurtre n'est toujours pas élucidé. Nous partons maintenant aux États-Unis. Elle s'appelait Judy Buenoano. Née d'un père ouvrier agricole, d'une mère apache dans le Texas, brutalisée par ses parents qui la traitent comme une esclave, elle quitte le foyer familial pour devenir infirmière. Mais sa vie d'adulte va ressembler à une vraie série noire. En 1971, elle perd son premier mari. 7 ans plus tard, son second époux décède. En mai 80, c'est au tour du fils de Judy Buenoano d'être enterré. En 1983, le mauvais sort semble s'acharner une nouvelle fois sur cette femme. Son conjoint échappe de justesse à la mort. Alors hasard ou pas? Voici de lourds secrets de notre série Meurtre au féminin. Une femme, Judy Buenoano, qui perd son fils lors d'une balade en canoë. Mais est-ce vraiment un accident? Il y a comme une froideur chez elle. Judy Buenoano, dont le mari est victime d'une terrible explosion. Encore un hasard? Pourquoi les compagnons de cette femme finissent-ils tous dans le coma ou à la morgue? Dans la plupart des cas, l'empoisonnement à l'arsenic est très difficile à détecter. Comment l'infirmière Jeanine Jones soigne-t-elle ses nouveau-nés dans un hôpital du Texas? Nous ne savons pas exactement combien d'enfants elle a tués. Et pourquoi Eugenia Faleni a-t-elle éliminé sa compagne? On peut dire qu'elle a excellé en termes de tromperie. Judy Buenoano, Jeanine Jones, Eugenia Faleni. 3 femmes qui avaient en commun de très lourds secrets. Nous sommes le 25 juin 1983 à Pensacola, en Floride. John Gentry dîne en tête-à-tête avec sa fiancée, Judy Buenoano. Et elle a une grande nouvelle à lui annoncer. Je suis enceinte. Après tout ce temps? Oh, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Leur avenir semble radieux. Oh, j'y crois pas, je suis si content. Pour fêter la nouvelle, son fiancé sort pour acheter du champagne. Immédiatement, la police va découvrir que l'explosion n'est pas accidentelle. En réalité, le véhicule a été piégé avec de la dynamite. John Gentry survit miraculeusement à l'explosion. Encore choqué, il est interrogé par l'inspecteur qui lui pose alors une question cruciale. À qui profiterait sa mort? Et il me dit, j'ai pas vraiment d'ennemis. Ma mère touche mon argent si je meurs. Et avec ma petite amie Judy, on avait une assurance vie. Une assurance vie qui expliquerait tout. Et si Judy avait tenté de tuer son fiancé pour de l'argent? Il me dit, l'assurance vie a été annulée, vous faites fausse piste. Elle n'a rien à voir là-dedans. Mais alors, qui aurait voulu éliminer le compagnon de Judy? Les enquêteurs s'interrogent. Il n'y a a priori aucune piste. Pourtant, un témoignage va intriguer les policiers. C'est celui d'une présentatrice télé. Sue Strone connaît bien la jeune femme. Et pour cause, la journaliste est l'une des clientes du salon de beauté de Judy. Apparemment, l'esthéticienne ne semblait pas affectée par l'accident tragique de son compagnon. À ce moment-là, elle me fait les ongles, c'est l'heure du JT, et là, il parle de la voiture, de l'explosion et de l'enquête en cours. La police est toujours à la recherche du coupable. La police a annoncé à la presse qu'ils n'ont pas encore de suspect en vue. Et d'un seul coup, le salon tout entier devient affreusement silencieux. Plus un seul bruit. Personne n'ose plus dire un seul mot. Et Judy, elle, ne s'arrête pas. Elle continue à me faire les ongles sans jamais lever les yeux. L'indifférence de Judy choque les clientes. Elle est très discrète, très introvertie. Et il y a comme une froideur chez elle. Et c'est vrai qu'avec du recul, il y avait quelque chose d'assez inquiétant. Pourquoi un tel détachement de la part de Judy?
Cette femme aurait-elle quelque chose à cacher? Michael Keller, auteur de Polar, s'est intéressé à l'affaire dès le début. Et très vite, il découvre qu'elle ment pour arriver à ses fins. Judy a dit à John qu'elle était enceinte de lui. On va avoir un bébé? Alors qu'en réalité c'est impossible, puisqu'elle s'était fait ligaturer les trompes 5 ans auparavant. Les mensonges ne s'arrêtent pas là, car la justice va mettre la main sur le mobile de la tentative d'assassinat. On a obtenu le contrat d'assurance vie qui stipulait que Madame Buenoano pouvait bénéficier d'une assurance décès d'1 demi-million d'euros. Pour Monsieur Gentry, elle avait donc tout à y gagner. John pensait que l'assurance vie avait été annulée. Je lui ai dit non, elle n'a pas été annulée. Je ne vous crois pas. Gentry était réticent, il ne nous croyait pas. Mais John Gentry doit se rendre à l'évidence. En y réfléchissant bien, sa fiancée avait déjà tenté de le tuer. Pendant un certain temps, elle lui faisait prendre des vitamines. Est-ce vraiment nécessaire? C'est bon pour toi. D'accord. John m'a dit qu'il prenait des médicaments et qu'il était malade, très malade. Il vomissait. Il est allé à l'hôpital, mais ils n'ont pas trouvé ce qui n'allait pas. J'ai mal au ventre. Ah. Et John s'est dit, non, je vais pas les prendre. Et sans rien dire à sa femme, il a mis les 2 pilules dans son attaché case. Par la suite, on a découvert que ce n'était pas des vitamines, c'était en fait du poison. De l'arsenic, plus exactement. Mais John n'est pas mort, ce qui a contrarié le scénario diabolique de Judy. Et si elle n'en était pas à son coup d'essai? Les enquêteurs le pensent. 12 ans plus tôt, la jeune femme était mariée à James Goodyear, un jeune soldat. Le couple est heureux. Il était sergent dans l'armée de l'air et ça faisait plus d'1 an qu'il était en mission au Vietnam. Grâce à une permission, James retrouve sa jeune compagne. À l'époque, ce que tout le monde ignore, c'est que l'épouse a une façon très particulière de prendre soin de son mari. Elle l'empoisonne petit à petit. L'arsenic est une poudre blanche. Elle n'a aucun goût. Elle se dissout rapidement et n'a pas d'odeur. Elle peut donc facilement être mise dans de la nourriture ou des boissons. À long terme, l'arsenic se dépose dans les tissus et progressivement ça affecte le foie et le cœur. Dans la plupart des cas, l'empoisonnement à l'arsenic est très difficile à détecter. 3 mois plus tard, James Goodyear meurt sans aucune explication. Et c'est sa femme qui en profite en empochant l'assurance vie de son mari. Si aujourd'hui les enquêteurs connaissent la vérité, c'est parce que le corps du militaire exhumé a été analysé. Il y avait encore assez d'arsenic dans ses ongles, ses cheveux, pour tuer 12 personnes. Donc ce garçon en était imbibé quand il est mort. Alors quel intérêt Judy avait-elle à supprimer son mari? D'après Candice DeLong, une profileuse, la réponse est évidente. Habituellement, quand on voit des femmes qui tuent en série, l'un des motifs, c'est l'argent. Elles tuent pour le profit. Et c'est le cas de Judy Buenoano. Elle tue par amour de l'argent. Ce qui va la pousser à commettre l'impensable. Après le meurtre de son premier mari, la jeune femme va s'attaquer à Michael, son propre fils. Quand il a eu 18 ans, il a voulu rejoindre l'armée. Et juste avant de partir en mission en Géorgie, il est passé voir sa mère. À ce moment-là, Michael ne se doute pas que sa mère a contracté plusieurs assurances-vie à son insu. C'est bon pour toi. Pour toucher l'argent, il ne lui reste plus qu'à éliminer son fils. On pense qu'à cette époque-là, elle l'a empoisonné à l'arsenic. Une mère normale ou un père normal ne peut pas tuer son enfant. Mais pour elle, il n'est qu'un autre gros chèque qui sera bientôt versé sur son compte en banque.
Il n'est pas mort, il est parti en mission, mais il est devenu infirme. Son handicap était tel qu'il a été réformé de l'armée et il devait avoir des attelles pour ses bras, ses jambes parce qu'il était totalement paralysé. Son fils est handicapé, mais Judy Buenoano n'abandonne pas pour autant son plan diabolique. Elle va même profiter de son infirmité. Judy emmène Michael faire une balade en canoë. Maman, pourquoi on fait ça? Il a 7 kilos d'attelles métalliques, ce qui l'empêche de s'agripper ou de se tenir à quoi que ce soit. Michael peut à peine marcher et encore moins nager. Apparemment, elle l'a emmené loin de la rivière, loin de la rive, et surtout loin des regards. Judy a une idée bien précise en tête. Maquiller le meurtre de son fils en un banal accident. Une de ces versions, c'est que c'était à cause d'un tronc d'arbre. Maman, aide-moi. Une autre, que c'était dû à un serpent dans le canoë. Maman, attends-moi. Combien de temps ça prend avec 7 kilos de poids en plus dans l'eau? Attends, aide-moi, maman. Qu'est-ce qu'il a dû se dire? Maman, attends, aide-moi. Est-ce que ma mère va venir me sauver? Est-ce que quelqu'un va venir me sortir de là, me tendre la main? Si votre enfant est tombé dans l'océan, le plus profond qui soit, le premier instinct pour un parent, c'est de plonger et de sauver votre enfant. Mais Judy ne le fera pas. Un peu plus tard, elle fait signe à un pêcheur. Et elle ne lui dit rien au sujet de son fils avant d'arriver sur la rive. Elle lui dit ensuite que son fils est certainement noyé, et puis elle lui demande une bière fraîche. Son fils est mort noyé, comme elle l'avait prévu. Elle a obtenu sa pension militaire et 2 assurances vie privées qu'elle avait contractées pour Michael. Le handicap qu'elle lui a infligé lui impose de porter de lourdes attelles métalliques sur ses membres inférieurs et supérieurs, qui le font couler au fond du lac, là où personne ne peut le sauver. Elle a tout calculé, et ça, c'est vraiment sadique. Toutes ces années, Judy a tué sans éveiller le moindre soupçon. Mais en 1983, sa tentative de meurtre ratée sur son dernier fiancé va finalement causer sa perte. Elle est allée trop loin avec la voiture piégée, c'était complètement inutile. Et ce n'était pas son mode opératoire habituel pour attaquer ses victimes. Je pense qu'en fait, elle a eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Grâce à ce faux pas, la police arrête Judy Buenoano. Elle est inculpée d'avoir empoisonné son premier mari, d'avoir tué son propre fils, et enfin d'avoir tenté de faire disparaître son dernier fiancé, John Gentry. C'est une personne vraiment diabolique. C'est le sentiment que j'ai eu quand j'étais dans la salle d'audience avec elle. Mais vraiment diabolique. J'ai rarement eu ce sentiment dans toute ma carrière, plus de 30 ans de carrière. Judy Buenoano est condamnée à la peine de mort. Le 30 mars 1998, elle est exécutée sur la chaise électrique en Floride. Même si elle a clamé son innocence jusqu'à sa mort, ceux qui la connaissaient n'avaient aucun doute sur sa culpabilité. À ce moment-là, il y a quelque chose d'anormal. J'ai encore du mal à l'admettre aujourd'hui, mais ça n'allait pas. Il y avait quelque chose de bizarre qui n'allait pas. Il existe des femmes comme Judy qui tuent simplement pour de l'argent et d'autres qui assassinent pour d'étranges raisons. Nous sommes en 1981, dans le comté de Bexar, au Texas. Dans cet hôpital, le service de réanimation pédiatrique est frappé tout à coup d'une véritable malédiction. Des nouveau-nés meurent en nombre.
Il y avait en moyenne un décès par semaine. Mais d'un coup, il y en avait 4 ou 5 par semaine. Étrangement, les nourrissons décèdent tous du même mal, sans raison apparente. Les autres infirmières ont remarqué qu'il y avait un nombre anormal d'arrêts cardio-pulmonaires dans ce service. Immédiatement, les médecins écartent la piste d'une infection mortelle. Alors, comment expliquer ces morts à répétition? Il ne reste qu'une possibilité. L'hôpital pense qu'il y a un tueur en série parmi les employés. Quelqu'un qui a été formé pour sauver des vies, pas pour tuer des gens. Le choc est immense. Il s'agit d'une personne très appréciée, l'infirmière Jeanine Jones. J'ai plusieurs cas en tête qui se distinguent, mais celui-là est particulièrement odieux parce qu'il implique la mort d'enfants en bas âge. À 31 ans, Jeanine Jones cache un lourd secret, le syndrome du super-héros. La jeune femme aime l'idée qu'elle peut sauver des vies. Une idée dangereuse dans la tête d'une infirmière perturbée. Quand une personne a besoin d'être considérée comme un sauveur, on appelle ça le syndrome du héros. Et quand ce besoin est profondément ancré chez une personne, à tel point qu'elle va créer un scénario où elle peut se précipiter et sauver quelqu'un d'autre, c'est là que ça devient dangereux. Et voilà comment l'infirmière procède. D'abord, elle injecte des médicaments dangereux, des anticoagulants et des anesthésiants. Dans son esprit, l'infirmière n'a pas l'intention de tuer ses nouveau-nés, mais elle veut juste les rendre malades pour après prétendre les avoir sauvés. Et elle s'imagine alors qu'elle sera considérée comme une véritable héroïne. C'était sa manière à elle d'attirer l'attention. Ça faisait d'elle une personne noble. Code rouge! Infirmière! Code rouge! Ok, on commence la réanimation. Elle était une personne noble quand elle ressuscitait ses enfants, quand elle les ramenait de l'au-delà. Et il n'y avait rien d'autre qui comptait dans sa vie. L'infirmière s'attaque uniquement à des nouveau-nés, des nourrissons sans défense qui ne peuvent pas la dénoncer. Vous avez le pouls? Non, rien. Continuez. Dans la réalité, Jeanine Jones tue plus qu'elle ne sauve ses bébés, car l'infirmière se trompe souvent dans les doses de médicaments. Selon la profileuse Candice DeLong, ce que la criminelle recherche paradoxalement, c'est du respect. Quelque part dans son développement, probablement au cours de son adolescence et dans sa vie de jeune femme, Jeanine se rend compte qu'elle se sent importante quand elle vient au secours de personnes vulnérables et sans défense, surtout avec les enfants. Ça la fait se sentir puissante et elle est respectée par les autres pour ça. Jeanine Jones a-t-elle souffert d'un manque de respect et d'amour dans sa jeunesse? Tout laisse le croire. Juste après sa naissance, elle est abandonnée par ses parents biologiques et placée dans une famille d'accueil. À 16 ans, son frère le plus proche meurt dans un accident. 8 ans plus tard, son autre frère va succomber d'un cancer. Un cancer qui a également emporté son père à l'âge de 56 ans. Si un enfant se sent mal aimé, une fois adulte, elle peut passer le reste de sa vie à essayer d'obtenir l'attention et l'amour qu'elle n'a pas eu étant enfant. En ayant des comportements criminels, elle essaie d'acquérir le pouvoir qu'elle n'a pas pu avoir étant enfant. Mais quelles que soient les motivations de l'infirmière, ses tentatives de sauvetage échouent toujours. En moins de 2 semaines, 7 enfants vont décéder, toujours sous sa responsabilité. Ses collègues commencent alors à la soupçonner. Ils ont remarqué que ça se produisait durant les mêmes horaires et que tous ces décès impliquaient des patients dont les soins avaient été administrés par Jeanine Jones.
Et ils sont devenus très méfiants. Ils en ont fait part à la hiérarchie supérieure de l'hôpital. L'hôpital découvre horrifié le secret de l'infirmière. Mais curieusement, l'établissement ne fait rien. Et ne rapporte même pas les morts suspectes au médecin légiste en chef du comté. Plus incompréhensible, l'infirmière n'est pas renvoyée tout de suite. Elle travaillait encore dans ce service alors qu'ils savaient ce qu'il se passait. Étonnés, les médecins en parlent à la direction. Ils demandent pourquoi Jeanine Jones est toujours là. Pourquoi on ne la renvoie pas? Ils ont répondu parce qu'elle va nous poursuivre en justice et ça va faire un scandale. Ils étaient plus intéressés par la réputation de l'hôpital et d'éviter un procès que par la vie et la santé de ses enfants. 20 ans après, le docteur Vincent Di Maio est toujours traumatisé par cette affaire. Car c'était lui, le médecin légiste en chef, qui aurait pu donner l'alerte. Mais l'hôpital avait décidé de tout lui cacher. Je dirais qu'elle a été la pire tueuse en série dans l'histoire de ce comté. Et probablement dans l'histoire du Texas. Encore aujourd'hui, le docteur Di Maio est toujours hanté par une interrogation. Quel est le pire, une infirmière qui tue des enfants malades ou un hôpital qui ne dénonce pas ce massacre? Nous ne savons pas exactement combien d'enfants elle a tués, parce que beaucoup de dossiers ont disparu dans le but d'étouffer l'affaire. Les corps n'ont jamais été autopsiés, parce que ces cas n'ont jamais été signalés à mon bureau. Pour éviter le scandale, l'hôpital emploie une tactique surprenante. Dorénavant, les infirmières doivent être mieux qualifiées pour s'occuper des nourrissons. Jeanine Jones n'a pas le niveau, elle est écartée. Donc quand ils ont adopté cette politique, ils l'ont gentiment évincé du service, remercié avec une excellente lettre de recommandation qui plus est, alors qu'ils étaient parfaitement au courant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une tueuse en série quitte l'hôpital sans être inquiétée et avec en plus une référence en poche. Elle est donc libre de tuer à nouveau. Dans un instant, vous allez découvrir comment l'infirmière diabolique est repassée à l'acte avant d'être finalement démasquée. Quand Jeanine se retrouvait seule avec eux, d'un seul coup, il devenait très malade. Nous vous dévoilerons également l'incroyable secret d'Harry Crawford au début du XXe siècle. Pourquoi a-t-il tué son épouse? Alors qu'elle était encore vivante mais inconsciente, son corps a été jeté dans un feu de camp. Très vite, Jeanine Jones retrouve du travail dans une nouvelle clinique au Texas. Elle est partie de San Antonio pour s'installer à Kerrville à cause de tous ces décès inexpliqués. Mais tout le monde ignore le passé de l'infirmière lorsqu'elle prend ses nouvelles fonctions. Sans hésitation, on lui confie alors Chelsea, un nourrisson qui a un simple rhume. Le protocole habituel, c'était que l'infirmière prenait le bébé et l'emmenait dans une salle à part. Donc, elle et le bébé. Ensuite, elle lui faisait des examens de routine. Elle le pesait, prenait sa tension, etc. Mais quand Jeanine se retrouvait seule avec le bébé, d'un seul coup, il devenait très malade. Et ensuite, elle venait crier. Le bébé respire plus! Cette fois-ci, Jeanine Jones sauve à temps la petite Chelsea d'un arrêt respiratoire. Dans son service, elle est portée en triomphe. Le besoin d'agir ainsi, c'est un puits sans fond. Ce n'est jamais comblé. Un mois plus tard, la petite Chelsea fait curieusement une rechute.
Dans un état critique, l'enfant est alors transporté aux urgences. Mais cette fois-ci, Chelsea ne survivra pas et sa mort étrange pose question. Et c'est uniquement lorsque l'anesthésiste nous a dit que cet enfant avait succombé aux effets de la succinylcholine que nous avons pu lancer l'enquête. La succinylcholine est un agent paralysant qui stoppe les impulsions électriques des nerfs jusqu'aux muscles. La respiration se bloque. Pour résumer, l'individu s'asphyxie jusqu'à la mort. La mort de Chelsea n'est donc pas accidentelle, c'est un crime. Et la responsable est bien Jeanine Jones. Alors que c'est elle qui a assassiné l'enfant contre toute attente, elle va se recueillir sur la tombe de sa victime et éprouver des remords. Je pense que Jeanine est certainement perturbée, mais son besoin de tuer est plus fort que ses remords. Et c'est là son erreur. Au cimetière, le désespoir de l'infirmière intrigue la mère de Chelsea. Jeanine, qu'est-ce que vous faites là? Tout à coup, la mère de l'enfant assassiné comprend que l'infirmière est impliquée dans la mort de sa fille. Et elle n'est pas la seule à avoir des doutes. À la clinique, le docteur Holland met la main sur une preuve accablante. Le flacon d'un produit paralysant a été perforé d'une manière très curieuse. Il y avait 2 trous sur le bouchon de ce flacon. Un pour retirer le produit du flacon et un autre pour le remplacer par une solution saline. Pour avoir la certitude que Chelsea est morte empoisonnée, le corps de l'enfant est exhumé. L'autopsie va alors révéler qu'il existe bien des traces du fameux paralysant. La police détient enfin la preuve matérielle pour arrêter l'infirmière diabolique. Jeanine Jones sera condamnée à 99 ans de prison. En revanche, chose surprenante, elle n'a jamais été inquiétée pour les autres morts inexpliquées dans le premier hôpital qu'elle a fréquenté. Ça a eu un effet dévastateur dans la communauté, le corps médical, la profession d'infirmière et pour le centre hospitalier. Jusqu'à ce jour, Jeanine Jones clame son innocence et prétend n'avoir aucun secret à cacher. Un déni courant pour ceux qui souffrent du syndrome du super-héros. Le plus sûr pour eux et pour la société, c'est qu'ils passent le reste de leur vie incarcérés. Et il n'y a aucun moyen de savoir s'ils vont récidiver ou pas. L'infirmière n'est pas la seule femme tueuse à dissimuler de lourds secrets. Certaines sont même capables du pire pour ne pas être démasquées. Parfois, les apparences sont trompeuses. Voici l'histoire d'un homme qui va tuer sa compagne. Un meurtre conjugal des plus banals à première vue. Mais c'est loin d'être le cas. Au moment où cette histoire est révélée au grand jour, la presse ne fait que parler de ça. Elle occupe tous les titres dans les journaux. C'est un cas extraordinaire, c'était le cas du siècle. Nous sommes en 1902, au début du XXe siècle en Australie. Un matin, un immigrant écossais, Harry Crawford, débarque à Sydney. Comme tous les autres, l'homme prend le premier travail venu. Mais la vie est rude, Harry a du mal à s'en sortir. Pendant 10 ans, il a travaillé autour de Sydney. Il a travaillé sur les marchés, dans les bars, toujours du travail manuel et difficile. Suzanne Falkiner, romancière, a fait des recherches sur Harry Crawford. Cet homme qui va devenir l'un des meurtriers les plus singuliers dans les annales criminelles. Je pense que lorsque les gens commençaient à avoir des soupçons ou à se poser des questions, il partait. Il a eu beaucoup de travail différent. En effet, Harry Crawford n'arrête pas de déménager, car il doit à tout prix dissimuler son terrible secret. Un secret si choquant que ses proches n'en savent rien. Même son nouvel amour, Annie Burkett, une veuve de 35 ans.
Harry Crawford faisait partie de sa vie à l'époque, et il l'a convaincu de l'épouser. En 1914, Harry se marie avec Annie, qui a déjà un fils. Aux yeux de tous, la famille Crawford est une famille tout à fait typique. Et pourtant, ce n'est pas la réalité, car Harry travestit sa véritable identité. C'était un menteur très inventif, et découvrir la vérité à son sujet, c'était extrêmement difficile. Ce que l'épouse ignore, c'est que son mari lui ment. Tous les jours, Harry mène en fait une double vie. Son nom n'est pas Harry Crawford, et il n'est pas écossais. En réalité, Harry n'est même pas un homme. Il est Eugenia Faleni, une femme italienne. Et elle est prête à tout pour protéger son secret. Les transsexuels, ça n'existait pas. Le terme n'avait pas encore été inventé. À cette époque, les mœurs et les normes de la société sont loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Vivre dans la peau du sexe opposé, ce n'est pas tolérable. La véritable identité d'Eugenia Faleni peut être découverte à tout moment. Et si c'est le cas, elle serait jetée en prison. Donc en fait, ce qu'elle faisait était assez dangereux. Parce que si elle avait été découverte, je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'hostilité. Et pourtant, Eugenia, alias Harry, a pris le risque d'épouser une femme. Mais c'est une union hors la loi. Le mariage était nul et non avenu, ce qui veut dire qu'Eugenia avait commis une sorte d'infraction en se mariant avec une autre femme. Mais comment se fait-il que l'épouse n'ait pas découvert la supercherie? Comment Eugenia Faleni arrivait-elle à tromper sa femme dans les moments les plus intimes? Comment s'est-elle débrouillée dans la chambre? Tout ce qu'elle fait pour garder son secret, apparemment, elle le fait depuis un bon moment. Par exemple, éteindre les lumières, ne jamais se retrouver nue devant son partenaire. Il semble qu'elle ait réussi à garder le contrôle de la situation. Et Annie n'a jamais rien su. Mais Eugenia ne peut pas cacher son secret pour toujours. Après 4 ans de mariage, l'épouse réalise qu'elle a été trompée. Elle est sous le choc. Annie a soudainement découvert le véritable sexe de son mari et elle menaçait de dénoncer Eugenia en tant que femme. Harry, étant analphabète et terrifié, s'est probablement dit qu'il serait arrêté et qu'il irait en prison. Eugenia ne veut pas finir en prison. Alors elle va échafauder un terrible plan pour protéger son lourd secret. Le 28 septembre 1917, elle emmène Annie pour pique-niquer dans un parc isolé. Je pense que le mobile du meurtre est purement pratique. Elle le fait pour se protéger, pour ne pas être montrée du doigt, parce que tout le monde pense que c'est un homme. Alors Eugenia ne va pas hésiter longtemps. Dans l'après-midi, elle va prendre une bouteille et frapper violemment son épouse à la tête. Je pense qu'à ce moment-là, elle a paniqué. Un coup à la tête, au bon endroit au bon moment, peut provoquer un évanouissement. Mais il est difficile de provoquer une mort immédiate avec seulement un coup à la tête. Eugenia Faleni a fait une terrible erreur de calcul, car sa femme n'est pas morte. Alors qu'elle était encore vivante mais inconsciente, son corps a été jeté dans un feu de camp. En brûlant le corps de son épouse, Eugenia, alias Harry, ne veut laisser aucune trace. Beaucoup de gens pensent, et souvent à tort, qu'ils peuvent brûler un corps afin de le rendre non identifiable ou pour tenter de détruire toutes les preuves d'un crime. Mais Eugenia n'arrive pas à détruire le corps de sa femme totalement. Le cadavre est retrouvé un peu plus tard, mais il n'est pas identifiable.
Cette mort mystérieuse fait la une dans les journaux. À ce moment-là, le secret est plus que jamais menacé. Car le fils de sa victime commence à poser beaucoup trop de questions. Le fils, qui porte le même prénom masculin qu'Eugenia, c'est-à-dire Harry. Ces mensonges sont devenus de plus en plus compliqués. Comme Annie n'était plus une menace, le seul obstacle qu'il restait encore sur sa route, qui pouvait l'empêcher d'être Harry Crawford, c'était le jeune Harry Burkett. Pour Eugenia, le jeune garçon devient une réelle menace. Alors, elle va établir un plan pour se débarrasser de lui. Elle emmène Harry dans un endroit connu où de nombreuses personnes se suicident. Ainsi, le meurtre de son beau-fils passera inaperçu. Allez, Harry, viens voir la vue. Par tous les moyens, elle tente de l'attirer vers le bord. Mais le garçon reste en retrait. Allez, la vue est magnifique. Allez, Harry, viens. Harry ne bouge toujours pas. Eugenia n'arrivera pas à ses fins. Cette fois-ci, son plan diabolique a échoué. Elle en avait l'intention, mais elle ne semblait pas en avoir le courage. Je pense que la peur et la panique n'ont pas suffi pour la pousser à commettre le meurtre du petit Harry. La peur d'être démasquée pousse Eugenia à fuir la région. 3 ans plus tard, elle refait sa vie, toujours dans la peau d'un homme. Après qu'Harry Crawford ait tué Annie Burkett, il s'est remarié avec une autre femme. Et il est resté marié avec elle pendant plus de 12 mois avant qu'il ne soit, j'utilise le mot « il » donc, avant qu'il ne soit arrêté par la police et inculpé du meurtre d'Annie Burkett. Le secret d'Eugenia ne restera pas longtemps caché, car le corps de sa victime est finalement identifié. Et les soupçons du jeune Harry ont été confirmés. Le 5 juillet 1920, Eugenia Faleni est accusée de meurtre. Bien évidemment, c'est devenu une bête de foire. Elle a fait tous les gros titres des journaux, le monstre femme-homme, pervers, dégénéré, avec plein d'allusions de toutes sortes et des détails salaces. Le 6 octobre 1920, Eugenia Faleni est reconnue coupable de meurtre et condamnée à mort. Mais elle échappe à la peine capitale. Au total, elle passera 11 années en prison. Mais son secret étant divulgué, Eugenia Faleni vivra le reste de sa vie, non pas comme un homme, mais bien comme une femme. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir ce magazine sur Internet. C'est sur le site de TMC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.